Et si l'homme, livré à lui-même, n'était qu'un prédateur pour ses semblables? Et si la peur était à l'origine de toute société? Bienvenue dans le Léviathan de Thomas Hobbes. Là où commence le chaos, naît le besoin de souveraineté. Bienvenue à cette exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans un texte vraiment fondateur de la pensée politique. Oui, un monument. Le Léviathan, de Thomas Hobbes. On s'intéresse à la première partie, de l'homme. Quelle est la nature humaine pour Hobbes avant toute société? Alors, il faut se replacer dans le contexte. Hobbes écrit ça en 1651. L'Angleterre sort d'une guerre civile terrible. Ah oui, ça marque forcément. Évidemment, donc il cherche à comprendre les fondements de la société, du pouvoir politique, mais en partant de l'individu. C'est ça qui est nouveau. Et il commence avec cette image forte. Oui, l'État, la République, c'est un homme artificiel, le Léviathan, créé pour protéger l'homme naturel. Mais pour comprendre cet homme artificiel, il faut d'abord analyser sa matière, si on veut, l'homme lui-même. D'accord. Donc, notre objectif aujourd'hui est d'analyser comment Hobbes voit cet homme à l'état naturel et qu'est-ce qui le pousse à créer la société, cet homme artificiel. C'est fascinant comme raisonnement. Tout à fait. Il construit tout à partir de l'observation des passions, de la raison humaine. Alors, entrons dans le vif du sujet. Hobbes pose d'emblée, au chapitre 13, une idée assez forte. Les hommes sont naturellement égaux. Égaux en faculté de corps et d'esprit. Oui, c'est un point de départ crucial. On pourrait se dire, l'égalité c'est bien, non? Mais chez Hobbes, c'est là que les problèmes commencent en fait. C'est exactement ça. Le paradoxe, c'est que cette égalité des capacités, elle entraîne une égalité dans l'espoir d'atteindre nos buts. Logique, si on est égaux, on peut espérer les mêmes choses. Voilà. Et si deux hommes désirent la même chose, une chose qu'ils ne peuvent pas partager, ils deviennent ennemis. C'est inévitable. D'accord. Et là, Hobbes identifie trois causes principales du dispute. La rivalité pour le gain, la méfiance pour la sécurité et la fierté pour la réputation. Rivalité, méfiance, fierté. Ça couvre pas mal de situations, hein. Effectivement. Et sans un pouvoir commun pour tenir tout le monde en respect, on tombe dans l'état de guerre de chacun contre chacun. Le fameux bellum omnium, contra omnes. Donc cette égalité naturelle, finalement, elle mène à la guerre généralisée. Et la conséquence, c'est cette description très sombre de la vie. Absolument. La vie dans cet état de nature est solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. C'est resté célèbre. Bon, ça fait froid dans le dos. Eh oui. Pas de société, pas de culture, pas d'agriculture, pas d'industrie, rien. Et, point très important, pas de notion de justice ou d'injustice, de bien ou de mal. Ah oui, pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de loi commune. S'il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir d'injustice. Les seules vertus, si on peut dire, ce sont la force et la ruse. Un tableau vraiment noir. Mais l'homme ne reste pas bloqué là-dedans, heureusement. Comment on en sort? Alors, il y a une porte de sortie, oui. Grâce à une combinaison des passions et de la raison. Les passions. Je pensais qu'elles causaient les problèmes. Certaines, oui, mais d'autres nous poussent vers la paix. La peur de la mort, surtout, la mort violente, le désir des choses nécessaires à une vie agréable, et l'espoir de les obtenir par son travail. D'accord, la peur et le désir, comme moteur. Exactement. Et ensuite, la raison intervient. Elle nous suggère des articles de paix convenables, ce que Hobbes appelle les lois de nature, des préceptes, des règles générales découvertes par la raison pour notre conservation. Des lois de nature. Quelles sont les plus importantes? La loi fondamentale, la première, c'est rechercher la paix et s'y conformer, faire tout pour l'obtenir. Chercher la paix, logique, pour sortir de la guerre. Et la deuxième loi en découle directement, consentir, si les autres y consentent aussi, à se démettre de son droit sur toute chose. Se démettre de son droit sur toute chose, c'est-à-dire Ce fameux jus naturel, le droit naturel de faire absolument tout ce qu'on juge nécessaire pour sa survie, même nuire aux autres. Il faut accepter d'y renoncer, en partie du moins, pour obtenir la paix et la sécurité. Mais attention, seulement si les autres font pareil. Ah, la réciprocité est clé. C'est la base du contrat, j'imagine. Tout à fait. C'est le fondement du contrat social, un transfert mutuel de droits. D'accord. On établit des contrats pour limiter notre liberté naturelle et assurer la paix. Mais qu'est-ce qui nous assure que ces contrats seront respectés? C'est là que la notion de justice apparaît. Précisément. La troisième loi de nature, c'est
Que les hommes exécutent les conventions qu'ils ont faites. Les pactes, les contrats. Respecter sa parole, en somme. Voilà. Et c'est de là que naît la justice. L'injustice, c'est simplement le fait de ne pas exécuter une convention valide. Mais comment une convention peut être valide dans l'état de nature où règne la méfiance? C'est le problème. Hobbes dit que dans l'état de nature, où chacun craint que l'autre ne tienne pas parole, les conventions basées sur la confiance mutuelle sont nulles. Elles ne sont que des mots vides. Alors, comment rendre ces conventions, et donc la justice, possibles? Il faut un pouvoir coercitif, une puissance capable de contraindre les hommes à exécuter leurs conventions par la terreur d'un châtiment plus grand que le bénéfice qu'ils attendraient de la rupture du pacte. Le gendarme, en quelque sorte. Si vous voulez, c'est ce pouvoir qui rend la justice possible et qui garantit la propriété, qui naît aussi avec le contrat. D'ailleurs, Hobbes résume assez bien l'esprit de toutes ces lois de nature avec la règle d'or, mais en négatif. Ah oui, Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même. C'est facile à comprendre pour tout le monde, dit-il. c'est vrai. Mais alors, comment on met en place ce pouvoir coercitif, si tout le monde est égal et méfiant? C'est là qu'intervient la dernière étape du raisonnement de cette première partie. L'idée de personne artificielle. Les lois de nature, elles obligent in foro interno, c'est-à-dire en conscience, on doit désirer qu'elles s'appliquent. Mais elles n'obligent pas toujours in foro externo, dans les actes, si la sécurité n'est pas garantie. Parce qu'on serait fou d'être le seul à respecter les règles. Exactement, on deviendrait une proie. Donc pour assurer la sécurité, il faut que la multitude des hommes naturels s'unissent et confèrent son pouvoir à un seul homme ou une assemblée. Ils autorisent cet acteur. Oui, ils autorisent un acteur, le souverain, à les représenter. C'est comme si chacun disait « j'autorise cet homme ou cette assemblée et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à condition que tu lui abandonnes ton droit toi aussi ». C'est un acte collectif de soumission pour créer l'unité. C'est ça. Cette multitude ainsi unie en une seule personne, c'est la République, le Commonwealth. C'est la naissance de ce grand Léviathan, cet homme artificiel, plus fort que l'homme naturel, créé pour la paix et la défense commune. Donc pour résumer le parcours, on part d'une nature humaine égale, mais qui mène paradoxalement à la guerre de tous contre tous. Oui, Ensuite, la raison découvre des lois naturelles pour échapper à cette misère, la principale étant de chercher la paix. c'est ça. Ces lois nécessitent des contrats, des renoncements mutuels de droits, mais ces contrats sont vains sans un pouvoir pour les faire respecter. Exact. D'où la création de l'État, le Léviathan, cet homme artificiel, comme seule solution rationnelle pour garantir la paix et la sécurité. C'est une construction implacable. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question fondamentale qui résonne encore aujourd'hui, je trouve. Laquelle? Eh bien, cette peinture de l'état de nature, est-ce que c'est juste une hypothèse logique, un comme si, pour justifier le besoin d'un pouvoir absolu, ou est-ce que Hobbes a mis le doigt sur quelque chose de plus profond, une tendance latente de la nature humaine, prête à ressurgir dès que l'ordre social vacille? C'est vrai que c'est une question qui traverse les siècles. Oui. Comment ce cadre de pensée, vieux de presque 400 ans, nous interroge encore sur nos droits, notre liberté, le rôle de l'État, l'équilibre entre l'individu et le collectif? Voilà peut-être une piste de réflexion pour nos auditeurs. Une excellente piste pour continuer à penser avec et contre Hobbes. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.